Chers auditeurs et auditrices de Radio Djena, bonjour. Depuis quelques années, le taux de grossesse en milieu scolaire est en constante augmentation. Malgré les mesures prises par les autorités éducatives et les campagnes de sensibilisation menées par les acteurs de la société civile, la situation reste inchangée. Alors, quel est le véritable problème? Quelles sont les causes profondes de ce mal qui ronge le système éducatif? Nous en parlons dans cette émission avec Samantha Mayaba, présidente régionale de la TBF Togo, et Prudence Tchenglé, cyberactiviste. Meshak Nyaro au micro. Chers invités, bonjour. Bonjour. Bonjour Prudence, bonjour Samantha. Bonjour Meshak. Alors, dites-nous, est-ce que vous pensez que les grossesses en milieu scolaire sont devenues comme un phénomène de mode? Prudence ou Samantha? Tu veux y aller ou je... Oui, Prudence. Dire que c'est devenu un phénomène de mode, je peux dire oui en quelque sorte parce que on voit qu'il y a une certaine croissance des chiffres de grossesse en milieu scolaire. Si on prend entre l'année 2022 et 2023, on a enregistré entre 15 000 et 20 000 cas de grossesse en milieu scolaire. Et on se demande pourquoi. On se pose la question pourquoi est-ce que le chiffre est en constante augmentation alors qu'il y a des mesures qui sont prises par les autorités pour éradiquer ce phénomène-là. Et donc, on peut dire que les grossesses en milieu scolaire sont devenues à la mode, oui, selon moi. Samantha, êtes-vous d'avis avec ce que Prudence dit? Un phénomène de mode, le dire ainsi, entre griffes, je dirais un peu exagéré, mais lorsqu'on prend le côté alarmant de la chose, on peut vraiment dire que c'est un phénomène de mode, puisqu'on remarque aujourd'hui dans nos sociétés, et principalement dans certaines écoles, ça devient une forme de suivisme. Une forme de suivisme dans le sens selon laquelle aujourd'hui, tu vas voir dans une école, dans la même école, où on constate plusieurs cas de grossesse précoce et tout, on mène des activités de sensibilisation, on fait même souvent un suivi sur la période scolaire pour vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de cas. Mais à la dernière minute, il y aura toujours un cas de grossesse qui va également sortir de cette même école-là. Donc, dans ce sens-là, on dirait vraiment que voilà, ça devient un phénomène de mode. Oui. Alors, est-ce que les filles qui tombent enceintes ont conscience de la charge que cela représente? Bon, moi, je dirais non. Non, parce que ces jeunes filles-là, après avoir pris conscience de l'état d'urgence ou sinon des conséquences que cela peut engendrer vraiment sur leur santé mentale à elles-mêmes, leur éducation et surtout sur le côté économie également, elles se rendent vraiment compte que si je savais. Et si je savais, il est déjà passé. Donc, pour dire qu'elles sont vraiment conscientes dans l'immédiat, non. C'est après l'acte qu'elles se rendent vraiment compte que, j'ai commis une erreur. Et voilà, c'est le pourquoi même très souvent on a encore un taux croissant des avortements clandestins aujourd'hui. Donc, on peut dire que non, ces jeunes filles-là aujourd'hui ne sont pas vraiment conscientes des conséquences que cela engendre sur elles-mêmes et bien sûr sur la famille et également sur leur entourage. Et donc, je dirais, voilà, sur l'état, non, mais c'est après, parce qu'on sait très bien que c'est quelques minutes de plaisir là, elles ne se rendent pas compte que voilà, je devais prendre des mesures préventives pour me préserver et tout ça. Oui. Effectivement, sur le coup, les jeunes filles ne se rendent pas compte de l'impact de ces grossesses-là sur leur santé, sur leur développement personnel. C'est après qu'on se rend compte que j'ai commis une erreur, comme Samantha vient de le dire, et on trouve des solutions peut-être inadéquates et on voit des avortements clandestins. Donc dire que pour répondre à la question, c'est que sur le coup elles ne sont pas conscientes, mais elles veulent juste aller dans le sens de tout le monde, faire comme tout le monde, vivre à la mode comme tout le monde, faire ce que tout le monde fait, et après avoir contracté la grossesse, on se rend compte que vraiment c'était une erreur, que j'aurais dû me protéger. Voilà. Oui, Prudence, dans le temps, lorsqu'on parlait de grossesse en milieu scolaire, généralement ça se passait en milieu rural, dans les zones reculées. Comment est-ce qu'on explique que le phénomène a pris d'assaut les zones urbaines, et notamment la capitale?
Dans les zones urbaines, moi, je pense que c'est le suivisme et puis tout ce que nous voyons sur les médias. Et ça pousse en fait les jeunes filles aujourd'hui à vouloir vivre dans une certaine, je veux dire, Confort. voilà, dans un certain confort que forcément leurs parents n'ont pas ces moyens-là de leur offrir. Et ces filles-là, ça donne à avoir des rapports sexuels peut-être non protégés parce que le garçon qui peut-être lui donne 5 000 francs lui a dit je n'ai pas envie de me protéger, ou elles-mêmes n'ont pas eu cette réflexe. Voilà, ce réflexe-là de demander au jeune homme de se protéger ou bien à ce monsieur-là de se protéger. Et ça fait que on voit des milliers de grossesses en milieu scolaire. Notamment en zone urbaine. Oui. Pour peut-être renchérir à ce que Prudence a dit, moi je dirais aujourd'hui, ce phénomène est banalisé dans les milieux urbains, dans le sens où on se dit que c'est normal au fait. Et je dirais également que ça rejoint aujourd'hui ce que nous appelons les bébés mamans. Bébés mamans dans le sens où ces jeunes filles-là aujourd'hui, elles n'ont pas atteint une maturité là pour pouvoir avoir des enfants, mais elles trouvent ça normal qu'elles aient des enfants et qu'elles vivent leur vie au fait, sans vraiment compter l'impact que cela a d'abord sur elles-mêmes et surtout sur l'enfant qui est né aujourd'hui. Comment est-ce qu'elles vont assurer l'éducation de cet enfant-là? Reste à savoir. Donc moi je dirais que ce phénomène-là est vraiment trop banalisé aujourd'hui dans les milieux urbains. Quand on prend encore dans les milieux reculés, moi je dirais que dans les milieux reculés, on parle souvent de manque d'information aujourd'hui. Oui. Or dans les milieux urbains, nous avons beaucoup plus accès à l'information. Et si aujourd'hui nous banalisons ce phénomène de bébé maman, voilà, cela prouve encore une fois l'excès, voilà, de taux des grossesses que nous avons aujourd'hui en milieu scolaire. Quand on prend, voilà, notamment dans la capitale, je dirais que c'est vraiment banalisé. Aujourd'hui, en tant que jeune fille ou adolescente, on trouve vraiment normal parce que c'est tellement répandu qu'on trouve normal. Bon, celle-ci a fait, on l'a rien fait. Même si moi, si je fais, on me fera rien, en fait. Et très souvent, on se rend compte que finalement, ce sont les mamans ou soit les parents qui prennent en charge ces enfants-là et que la jeune fille, si elle a la chance, bien sûr, puisque c'est pas donné à n'importe quel parent aussi de prendre l'enfant, voilà, son petit-fils ou bien sa petite-fille en charge pour permettre à sa fille ou soit voilà, de pouvoir continuer les études ou bien sa formation. Au vu de ce que vous êtes en train de dire, est-ce que je pourrais déduire que quelque part les jeunes filles recherchent elles-mêmes à tomber enceintes? Prudence. Dire que les jeunes filles recherchent elles-mêmes à tomber enceinte, je pense que c'est trop dire. Parce que il y a des filles, c'est vrai qu'il y a une minorité de personnes qui peut-être cherchent à tomber enceinte parce que j'ai vu ma camarade qui a fait et je veux suivre aussi la tendance. Mais après, il y en a cette majorité-là qui tombe enceinte et, je sais pas, qui ne savent pas en fait. Parce que elles n'ont pas cette éducation complète sur la sexualité, sur la reproduction. Elles n'ont pas les vraies informations pour connaître leur cycle mensuel, par exemple, qui font que ces filles-là, elles tombent enceintes et c'est après qu'elles se rendent compte que je suis enceinte et c'est là maintenant le moment où il faut chercher des endroits, des avortements clandestins pour ces filles-là. Donc dire que elles veulent tomber enceintes, c'est trop dire pour moi en tout cas. Oui. Vous avez parlé de l'information qui pilule de nos jours, mais est-ce que ces jeunes filles-là arrivent à avoir accès à cette information? D'une part, je dirais oui. Je dirais oui parce qu'aujourd'hui, nous avons vraiment assez de mécanismes mis en place par les organisations de la société civile, surtout notamment la TBF. Également au niveau du ministère, aujourd'hui, il y a des systèmes qui permettent voilà, aux adolescents et jeunes, aux jeunes filles même en particulier, d'avoir accès facilement à l'information. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai l'habitude de dire au fait. Nous n'allons pas à l'information, nous attendons toujours que l'information vienne à nous. Et nous sommes à l'ère du numérique. Raison pour laquelle vous allez remarquer également au niveau des OSC, nous essayons également de nous adapter. Aujourd'hui, quand il y a des campagnes digitales, quand il y a des innovations numériques qui sont vraiment mises en place, c'est pour pallier à ce genre de problème, surtout en milieu urbain, bien sûr. Et donc, dire qu'elles n'ont pas totalement accès à l'information, je dirais non, puisqu'il y a des mécanismes qui sont là. Maintenant, en tant qu'OSC, comment est-ce que nous arrivons à amplifier voilà l'accès ou soit voilà favoriser cet accès à leur niveau? Mais je dirais les responsabilités sont partagées encore une fois parce que en tant qu'adolescent, en tant que jeune fille ou jeune, nous sommes appelés également à prendre des informations. Aujourd'hui, je dis la majorité ont ne serait-ce qu'un petit 1+1 au fait parce que si aujourd'hui nous parvenons à
à ce phénomène de bébé maman, à ces phénomènes de grossesse et tout ça là, la majorité de ces jeunes filles là ont accès, voilà, à l'internet et tout, voilà, plutôt à l'internet. Ce qui fait que il est facile pour elles d'avoir accès aux vraies informations. Maintenant, la responsabilité de nous en tant qu'OSC, c'est de leur faire parler, de mettre en avant beaucoup plus voilà, les vraies informations, parce que nous savons très bien qu'il y a également les fake news qui sont également d'actualité. Donc, c'est de faire en sorte qu'elles puissent avoir des informations vraies et surtout de leur garantir l'accès aux services. Parce qu'une chose également, c'est d'avoir les informations, mais également, c'est la disponibilité, l'accessibilité des services qu'on offre en matière de, voilà, de contraception et tout ça là pour prévenir ces grossesses précoces là. Oui. Donc, je dirais, voilà, les mécanismes existent. Nous, en tant qu'OSC, nous essayons de faire notre part de responsabilité pour vraiment que les informations parviennent à leur niveau. Également, c'est de pouvoir leur faire appel également, de faire recours à ces systèmes d'information. Aujourd'hui, même il y en a gratuites. Aujourd'hui, quand je prends au niveau de l'ATBF avec la ligne verte, le 88-28, elle est gratuite. En tant qu'adolescents et jeunes, nous avons cette possibilité-là d'appeler la ligne verte pour avoir toutes les informations dont nous avons besoin. Et cela prend en compte également tout ce qui est dénonciation des violences et autres. Quand je prends également tout ce qui est YouTube aujourd'hui, je sais très bien qu'en tant que jeune fille, nous sommes vraiment répandus sur YouTube aujourd'hui, à chercher tout ce qui est astuces et tout. Voilà, sans compter également TikTok, bien sûr, mais je sais très bien qu'en tant que jeune, on aime également surfer sur YouTube. Il y a également sur le compte de vous abordez déjà les solutions, des mesures qu'elles peuvent prendre. Nous en parlerons. Ok, il n'y a pas de souci. Vu que nous étions en train de parler des informations, raison pour laquelle j'avais abordé. Informations pertinentes, nous en parlerons. Pour l'instant, on va chercher à comprendre pourquoi est-ce que le phénomène est répandu. Vous avez donné votre avis par rapport à la situation. Alors, de manière générale, quand on prend la société, comment est-ce que la société perçoit les adolescentes qui tombent enceintes? Prudence. De manière générale, aujourd'hui, lorsque une adolescente est enceinte, elle est considérée comme une fille gâtée, elle est stigmatisée un peu par ses pairs, on la juge, elle subit des harcèlements, et ça fait que on voit que peut-être parfois ces filles-là sont obligées d'abandonner les cours parce que elles subissent peut-être la discrimination à l'école, la stigmatisation dans leur société, leurs pères se moquent d'elles, et ça fait que on voit qu'il y a une certaine, un repli de cette dernière-là sur elle-même qui fait qu'elle n'arrive pas à être pleinement épanouie, à vivre pleinement cette période de grossesse-là. Donc, c'est un phénomène aussi, c'est un truc qu'il faudrait qu'on lance l'appel à nos communautés, à nos pères, à nos frères et sœurs, pour que si une personne est enceinte, ce n'est pas une finalité en soi pour stigmatiser la personne, pour discriminer la personne. C'est le moment d'accepter la personne, de lui apprendre ce qu'il faut faire pour ne plus commettre la même erreur en fait. Voilà. Justement, parlant de discrimination, il y a eu vent des établissements où on renvoie des jeunes filles parce qu'elles sont enceintes. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que aujourd'hui, c'est le 10 décembre, la Journée internationale des droits de l'homme. Et dans la Déclaration des droits de l'homme, tout individu a droit à l'éducation, peu importe qui tu es, ou peu importe ta situation physique, que tu sois personne handicapée ou pas. Et les filles adolescentes qui tombent enceintes sont des personnes à part entière. Et elles ont le droit, en fait, d'aller à l'école. Si elles ont la possibilité, si elles le veulent. Parce que il faut savoir que si la personne ne veut plus aller à l'école, on va pas la forcer à aller à l'école. Mais si cette dernière-là qui est enceinte veut bien aller à l'école, c'est le moment que les parents puissent soutenir cette dernière-là, parce que je pense que ça ne doit pas être facile. Déjà, le regard de la société, de tous tes camarades, les moqueries et tout ça, ça ne doit pas être facile. Donc, c'est maintenant aux parents de prendre la responsabilité, d'encourager ces filles-là à continuer les études. Oui, certains disent que lorsqu'on permet aux jeunes filles qui sont enceintes de continuer les études, de continuer par suivre les cours, ça incite les autres à les suivre. Est-ce que vous êtes d'avis? Moi, je ne suis pas totalement d'avis. Je suis pas totalement d'avis parce qu'aujourd'hui, la jeune fille qui tombe enceinte et qui peut-être n'a pas voulu, quoi qu'on dise, une grossesse en période scolaire est une grossesse non désirée. Oui. Donc,
dire que le fait de permettre à cette jeune fille-là d'avoir un espoir, parce que déjà, être enceinte, toute la stigmatisation autour, psychologiquement, elle est affectée. Le fait déjà qu'on l'encourage maintenant à continuer les études, à lui dire, ah voilà, tu as le droit malgré tout d'aller à l'école parce que tu es une personne, tu es un individu et tout ça, là, tu es un être humain. Donne en cette jeune fille-là un espoir de voilà, c'est pas la fin du monde. Je peux toujours continuer mes études, je peux réussir. Et aujourd'hui, quand on prend les témoignages de ces jeunes filles-là qui, malgré qu'elles étaient enceintes, ont continué les études, qui ont pu obtenir leur diplôme aujourd'hui, elles en témoignent et vraiment elles sont reconnaissantes parce que si on leur avait bloqué, voilà, interdit de continuer les études parce qu'elles étaient enceintes, elles se demandent vraiment quel serait leur sort. Alors pour en revenir, le fait qu'aujourd'hui je vois ma camarade qui est enceinte continue les études, si cela m'induit vraiment à également emboîter les pas, aller tomber enceinte et dire que je vais continuer les études parce que je serai enceinte, j'aurai également la possibilité. Je dirais encore que c'est un manque de conscience au niveau des jeunes filles que nous sommes parce que nous avons nos plans de vie et nous devons savoir très bien qu'en tant que jeune fille ou adolescente, une grossesse pendant que ce soit en apprentissage avec les extrascolaires ou avec les scolaires, c'est que c'est non désiré. C'est non désiré parce que je ne pense pas qu'aucun parent, en envoyant sa fille à l'école, même son jeune garçon à l'école, l'envoie pour qu'il puisse aller enceinter la fille d'autrui ou que la jeune fille puisse tomber enceinte durant son parcours parce que nous savons très bien que porter un enfant ce n'est pas facile. Déjà même apprendre les leçons et tout ça c'est pas une chose facile et avoir une autre vie en soi qu'on doit entretenir également ce n'est pas une chose très facile quand on prend sur le plan économique, psychologique et également social. Donc avoir toutes ces conséquences, soit disons tout ce qui entoure la grossesse, je pense pas que cela puisse vraiment être motif de suivisme auprès des jeunes filles. Oui, Prudence, l'une des causes de la persistance des grossesses en milieu scolaire, c'est le manque d'éducation à la sexualité. Oui. Et on constate malheureusement que beaucoup de parents hésitent toujours à discuter, à aborder ce genre de sujet. Pourquoi ? Effectivement, les parents aujourd'hui ont cette difficulté-là de parler sexualité avec leurs enfants parce que on le dit, c'est ce qu'on a reçu qu'on transmet. Les parents n'ont pas reçu cette éducation-là où leurs parents auparavant les a appelés pour leur dire tu sais, à un moment donné, tu deviens femme, il y aura des changements sur ton corps, tu vas pousser, il y aura les seins qui vont sortir chez le garçon, la voix grave et tout ça, toute cette métamorphose-là, à un moment donné de leur vie, personne ne leur a appris ou bien ne leur a donné cette information-là. Ils ont grandi et puis ils sont découverts. Mais aujourd'hui, nous sommes à une autre ère où, à l'ère de l'information, à l'ère du digital, où peu importe ce que vous faites, que vous puissiez vous donner l'information à vos enfants ou pas, ils auront les informations de toutes les façons. Et pas forcément les bonnes informations, voilà. Donc, c'est maintenant aux parents de revenir, de se dire, nos parents n'ont pas eu cette présence d'esprit-là de nous parler parce que la société ou bien le moment où on était, c'était différent. Et que maintenant, nous, à notre époque, les choses ont changé, le temps change et il faudrait que on change, on évolue également avec notre temps. Et que moi, en tant que parent, je dois appeler ma fille ou mon garçon pour lui dire, à un moment donné, tu vas avoir ça, tu vas avoir tes règles, il faut que tu connaisses ton cycle mensuel et tout ça. Il faut que les parents, en fait, acceptent le fait que discuter de la sexualité avec leurs enfants est une importance aujourd'hui. Parce que même si tu ne le fais pas, il y a TikTok où il y a plein d'astuces. Même entre adolescents, ça discute. Voilà, on discute entre nous à l'école, tel te dit telle chose, que toi tu prends, tu te dis, c'est très bien. Mais en temps, si le parent à la maison a déjà donné des bonnes informations à son enfant, l'enfant va se dire, peu importe ce qu'on me dit dehors, ma mère déjà à la maison m'a déjà donné les bonnes informations. Et il faudrait que les parents, en fait, arrivent à instaurer un climat de confiance entre eux et leurs enfants. S'il n'y a pas cette confiance et que l'enfant dehors apprend quelque chose, ne reviendra jamais à la maison dire à sa maman, maman, aujourd'hui, telle personne m'a dit tel, est-ce que c'est vrai ou pas? Si l'enfant aujourd'hui ne se sent pas en confiance avec son parent, sa mère ou son papa, c'est très grave parce que aujourd'hui, on a vraiment besoin des parents qui sont à l'écoute de leurs enfants, qui discutent
de ces sujets-là avec leurs enfants, parce que c'est très important. Même si vous ne le faites pas, le dehors le fera à votre place, mais de la mauvaise façon. Voilà. Samantha, généralement, quand on parle de l'éducation à la sexualité, on parle du cycle menstruel, de l'importance de parler du changement du corps et de ce que cela entraîne, mais on parle rarement de la gestion des pulsions. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre un point d'honneur sur cette question? Alors, je dirais que la gestion des pulsions et tout ça, là, ça rentre dans la phase de la puberté. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'ESC, on parle également de la puberté. Et peut-être qu'on ne le dit pas de cette façon-là, sinon on en parle des changements. Lorsqu'on parle des changements au niveau de l'adolescent, on parle également des changements comportementaux, voilà. On parle également de ces pulsions-là. On parle également de comment gérer tout ce qui est ses envies et tout ça, là. Comment est-ce qu'en tant qu'adolescent aujourd'hui, si j'opte peut-être pour l'abstinence et que voilà, j'ai des envies, parce que quoi qu'on dise, on est adolescent, on est jeune, on est être humain, voilà. Il peut y arriver. Comment est-ce que nous pouvons gérer ce genre de cas? Je pense qu'on en parle également. Peut-être c'est d'amplifier la manière dont nous le faisons, sinon on en parle. Je parle de spécialement la relation entre les parents et les enfants. Parce que même quand les parents décident d'en parler, peut-être c'est de te montrer comment gérer tes menstruations, comment changer les couches, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Mais on oublie qu'à côté, il y a les pulsions sexuelles et c'est comme si cette partie est tabou. Alors, si je dois encore revenir aux parents, il faut dire que ça, c'est un grand défi. Comme Prudence l'a su bien dire, on ne transmet que ce que l'on a reçu. Et aujourd'hui, les parents, on ne peut pas les blâmer. On ne peut pas les blâmer parce que c'est ce que leur éducation, ça a été leur éducation et c'est ce qu'ils nous transmettent. Mais c'est également de leur faire comprendre que, en tant qu'adolescents et jeunes, nous sommes arrivés à une ère où, voilà, il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup d'informations qui circulent et l'environnement externe n'est pas toujours la même qu'à la maison. Et donc, en tant que parents, nous sommes appelés à discuter avec nos enfants. Même lorsqu'on oublie même l'aspect sexualité. Il y a des familles où les enfants ont vraiment du mal à échanger avec leurs parents. Même simple bonjour, bon avis, papa, c'est tellement compliqué parce que soit le papa, il rend toujours la mise sérieuse, soit la maman, elle n'est pas toujours à l'écoute. La première des choses que moi, je dirais qu'il faut faire, c'est de vraiment favoriser le dialogue enfant-parent. Favoriser cela dans un sens où il faut vraiment créer ce cadre d'échange-là. Et je pense que c'est en créant ce cadre d'échange-là que l'enfant aura également cette aisance-là d'aborder l'aspect sexualité avec son papa. Et aujourd'hui, la vie associative a fait que beaucoup d'enfants également arrivent à mener, voilà, petit à petit les parents à pouvoir échanger là-dessus. Et je pense que c'est également ce que font les OSC en favorisant les dialogues intergénérationnels. Alors, venir également à en parler des pulsions, comme vous l'avez dit, ce n'est pas chose aisée avec les parents. Du moment où c'est la mère seule, très souvent, dans plusieurs des cas, c'est la mère seule même qui arrive à dire à l'enfant, voilà, tu as eu tes premières règles, voilà, il faudrait que tu te préserves. La plupart du temps, on nous dit même que, voilà, tu as eu tes premières règles. Cela voudrait dire que si tu couches avec un garçon, tu vas tomber enceinte. C'est la seule information. C'est la seule information d'ailleurs. Oui. Et ça s'arrête là. Oui. Voilà. On ne fait pas comprendre que voilà, c'est parce qu'il y a tel changement. Ton cycle, voilà comment même tu dois le compter. Si tu as un cycle de 28 jours, 30 jours, etc. Comment également tu dois en prendre soin. Et maintenant, c'est vrai, ça fait également partie des changements au niveau de la jeune fille. Comment est-ce que tu peux te contrôler? Il y a telle phase d'ovulation, tu as un risque de tomber grosse si tu as des rapports sexuels non protégés. Tout ça là n'est pas vraiment explicité. Et venir parler des pulsions, je pense même que c'est encore autre chose. Donc je pense qu'il faut vraiment aller étape par étape pour amener les parents à comprendre l'importance de l'ESC aujourd'hui. Oui. Prudence, sur ce genre de sujet, comment est-ce que les parents peuvent aborder la question avec leur enfant? Bon, moi je pense que sur ce genre de sujet, en fait, les parents ne veulent pas laisser les enfants grandir. Dans le sens où les enfants aujourd'hui, les parents les prennent toujours comme des enfants. Malgré que on voit que la fille a grandi ou le garçon a grandi à l'âge de puberté et tout ça, on le considère toujours comme un enfant où on a tout le temps besoin de lui cacher des informations. Moi, ce que je pense, c'est que sur la question des pulsions, il faut que les parents aujourd'hui arrivent à dire à leur fille, tu sais,
après, au moment de l'ovulation, par exemple, tu auras tellement de pulsions sexuelles ou tu auras des envies. Et pour contrôler, il faut que tu fasses ça. Essaye de lire ou bien de penser à autre chose, de faire des trucs qui peuvent te distraire. Et t'empêcher de penser. Voilà, et t'empêcher de penser à ça. En fait, c'est l'éducation là qu'on n'a pas, ces astuces là qu'on n'a pas, qui font qu'aujourd'hui, lorsque j'ai des pulsions dans mon corps, ça me fait ni là. Je pense en même temps à assouvir ce besoin là que j'ai en moi, en tant que fille ou en tant que garçon. Ça arrive à tout le monde. C'est normal, c'est un phénomène biologique. Et il faut qu'on en parle et qu'on trouve des petites astuces en fait pour combler ces besoins là lorsque nous sommes dans ces moments là. Moi, par exemple, ce que moi je peux conseiller à une fille, c'est la lecture. Lorsque je suis dans des moments pareils et que je lis un truc vraiment et puis il faut savoir quoi lire aussi. Ah oui. Wattpad. Il faut savoir quoi lire. Quand tu lis un truc qui est constructif, ça te fait passer à autre chose et tu es concentré sur ta lecture. Mais quand tu es dans ces moments-là et peut-être tu en parles à tes amis qui vont te dire, oh, tu sais, tu peux faire et puis ça va passer et tout ça. Ça, c'est très dangereux. Il faut aussi éviter les mauvaises fréquentations. Faut que les parents apprennent aux filles et aux garçons quoi faire dans ces moments-là. Parce que je sais que les parents ont beaucoup d'astuces. Moi, c'est ce qui marche pour moi. Peut-être il y a d'autres personnes, il y aura autre chose qui marche. Peut-être écouter la musique, par exemple, danser. Aller faire du sport. Faire du sport. C'est des trucs qu'on peut faire pour faire passer ce temps-là. Je peux répéter ainsi pour que les gens puissent bien retenir. Faire la lecture, danser, faire du sport, écouter de la musique. Ça peut te faire penser à autre chose que d'être focalisé sur ces pulsions sexuelles là qui arrivent à tout le monde, qui est un phénomène purement biologique. Oui. Voilà. On constate également que chez les adolescents, il y a une certaine réticence ou une certaine hésitation à utiliser les contraceptifs, les mesures de protection. Comment cela s'explique, Samantha? Alors, les adolescents aujourd'hui, il y a, comment le dit-on même, cette phrase-là, on ne mange pas un bonbon avec l'emballage ou la banane avec la peau. Voilà. Exactly. Et il faut dire, on prend ça de manière banale, mais c'est ce qui se passe en réalité. C'est ce qui se passe en réalité parce que les jeunes se disent, voilà, on n'a pas forcément besoin. Il y en a qui se disent même que ils sont pas à l'âge d'avoir des enfants. Pour eux, biologiquement, ils sont pas prêts au fait. Mais ils vont à l'acte sexuel. Et malheureusement, ils se rendent compte que, voilà, surviennent les grossesses non désirées et tout ça là. Et parce à la fin, on est étonné. Ils voient dans leur entourage, dans leur environnement, des grandes personnes avoir des enfants. Donc, ils se disent que il faut forcément être grand avant de pouvoir faire un enfant. Exact. Vous avez compris la logique dans laquelle j'allais. Donc, ils se disent que, voilà, on n'est pas encore grand et tout ça là. Forcément, si on passe à l'acte, on va pas avoir des enfants. Sans oublier que si tu ne te protèges pas, c'est que voilà, tu as assez de risques pour pouvoir tomber enceinte. Et pour revenir encore à cette histoire de les adolescents, je dirais même pas que c'est au niveau des adolescents seuls, même au niveau des jeunes, voire même certains adultes hésitent encore à adopter les méthodes parce que voilà, peut-être telle personne a utilisé une méthode qui n'a pas eu qui a eu des changements à son niveau. C'est pour cela chaque méthode contraceptive, il faut toujours aller vers des prestataires qualifiés parce que chaque personne a sa manière dont elle réagit en fonction des méthodes et c'est en fonction de cela on te prend toutes les mesures possibles avec la prestataire, température et tout ça là qu'on t'oriente pour le meilleur choix de la méthode qui va avec toi. Donc, c'est pas parce que telle personne a utilisé telle méthode que ça lui va, que moi aussi, je vais aller opter pour cette méthode-là sans forcément passer par un prestataire. Il faut toujours y passer. Maintenant, lorsqu'on revient aux jeunes et adolescents, c'est toujours le préservatif. Parce qu'on ne cessera jamais de le dire. C'est le préservatif qui protège des IST et en même temps des grossesses précoces. Donc, c'est tout ce que c'est vraiment la méthode qu'on met en avant au niveau des adolescents et jeunes aujourd'hui. Et ça reste encore un défi parce que c'est pas tous les jeunes et adolescents qui utilisent, c'est pas tous qui utilisent. Donc, mais néanmoins, les statistiques montrent vraiment que les jeunes ont vraiment accès à cette méthode-là et que la majorité y en prennent. Et s'ils ont également des difficultés, il y en a qui nous font des retours et tout par rapport à ça. Mais ça reste encore un défi à relever.
Oui, prudence, est-ce que ce n'est pas aussi parce que, en dehors des campagnes de sensibilisation, l'accès aux préservatifs sont difficiles? Bon, l'accès aux préservatifs difficile, je dirais non, parce que aujourd'hui, il y a des institutions, des organisations de la société civile qui distribuent ces préservatifs-là gratuitement lors des journées spéciales, les journées portes ouvertes et autres là. Et même aujourd'hui, lorsque vous allez dans les pharmacies, je crois on est en décembre, c'est la promotion de la lutte contre le VIH. Merci. Donc ça fait que c'est des préservatifs sont distribués, on fait les tests de dépistage du VIH dans les hôpitaux. Parlons de contraception, je pense qu'aujourd'hui, c'est en fait les rumeurs autour de la chose qui fait que les jeunes n'adoptent pas vraiment ces méthodes-là. Et on se dit, anyway, j'y vais et puis tant pis quoi, qu'advienne que pourra. Mais c'est vrai que, comme Samantha l'a dit, en tant que jeune, il faut vivre une sexualité responsable. Soit vous optez pour l'abstinence, ou soit vous voulez le faire et vous le faites de manière responsable. Responsable en optant pour des méthodes de contraception parce que vous êtes jeune, vous devez prévoir votre avenir, suivre un plan de vie pour arriver à vos objectifs de vie. Il faut le dire aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont irresponsables, mais ça ne veut pas dire que d'autres personnes le font, que moi aussi je vais le faire. Il faudrait que les jeunes aujourd'hui comprennent que je dois vivre ma sexualité de manière responsable. Et c'est vrai aussi que pour les méthodes contraceptives ou lorsque la jeune fille, elle va au niveau d'un prestataire ou en même temps, avant même que tu ne rentres à la maison, tes parents sont déjà au courant. Il n'y a pas de confidentialité qui fait que ces jeunes filles-là ont une certaine réticence à adopter les méthodes contraceptives parce qu'elles se disent, si je vais là-bas, c'est sûr que, voilà, tout le monde sera au courant que telle personne est partie acheter une méthode contraceptive. C'est vrai aussi, même en pharmacie, lorsque vous allez pour acheter peut-être un préservatif, par exemple, tu dis, je vais acheter un préservatif. Tous ceux qui sont là, tout le monde tourne, on te regarde en mode, c'est qui cette personne? Tu as un peu le poids des regards sur toi et il faudrait qu'aujourd'hui, les mentalités changent, qu'on passe à autre chose, qu'on réfléchisse autrement, qu'on trouve normal le fait que une personne se rende en pharmacie pour acheter un préservatif, par exemple, parce que cette personne n'est pas encore apte à prendre une grossesse, par exemple. Donc, c'est de voir, en fait, le jugement, que chacun, en fait, revoit son jugement qu'il fait envers les personnes là qui vont pour prendre des méthodes contraceptives. C'est ça qui fait fuir les jeunes, surtout. Oui, prudence. Depuis le début, nous sommes en train de parler des jeunes filles, des mesures à prendre. On a parlé des conséquences qui concernent directement les filles. Est-ce que ce n'est pas aussi une autre raison? Parce que les garçons, quelque part, ne se sentent pas responsables des grossesses qu'ils ont avec les filles, ne se sentent pas obligés d'assumer, que quelque part, ils se permettent aussi d'avoir des rapports non protégés. Je pense que tout part de l'éducation. Tout part de l'éducation où, à la maison, le garçon, il se croit, on lui a donné une place c'est toi le chef, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Donc, ça fait que les garçons ont grandi dans cette mentalité-là. Et aujourd'hui, on crie sur tous les toits éducation sexuelle complète et on réunit uniquement les filles. Oui. C'est très grave parce que cette méthode-là, on parle seulement aux garçons, aux filles. Mais le garçon à côté, c'est lui qui, quelque part, il est aussi agent ou bien il contribue en fait aux grossesses. C'est lui voilà, c'est lui l'auteur de la grossesse non désirée. Donc, il va falloir que les organisations de la société civile changent de méthode. Il faut qu'on attribue ou bien qu'on associe, voilà le mot, qu'on associe les jeunes garçons lors de nos sensibilisations, lors des sorties, lors des dialogues intergénérationnels, surtout sur les sujets de la sexualité reproductive et tout ça. Il est impératif aujourd'hui d'associer les garçons parce que c'est eux les auteurs des grossesses.
Si on parle au garçon et on parle à la fille, si ils veulent passer à l'acte, les deux vont même si une personne ne se souvient pas que il faut qu'on se protège, l'autre va se souvenir. Mais si c'est seulement à la fille qu'on donne l'information et le garçon n'a pas l'information, la fille peut oublier et le garçon lui va tranquille, on fait. Mais après, il faut qu'on donne l'information aux deux niveaux, aux filles comme aux garçons, pour que ça soit équilibré. Oui. Samantha, est-ce que tu penses que si à partir de maintenant, il est fait obligation aux auteurs d'assumer les responsabilités des grossesses en milieu scolaire, le fléau va baisser? Merci beaucoup, Michek. Pour revenir, avant d'arriver à ta question, j'aimerais vraiment renchérir ce que Prudence a dit par rapport à la question de confidentialité aujourd'hui qui freine vraiment l'accès aux services au niveau des adolescents et jeunes. Je dirais que c'est vraiment un grand défi, et je dirais encore une fois que c'est un défi parce que il n'y a pas vraiment d'espace dédié dans les hôpitaux, dans les centres de santé, comme ça, dire que voilà, si un jeune adolescent arrive aujourd'hui, voilà l'espace qui est confidentiel. Je sais très bien que j'arrive dans un hôpital, mais personne ne sait, peut-être personne ne sait même que je vais là-bas pour faire quelque chose. Très bien. Parce que aujourd'hui, les jeunes se plaignent, les adolescents se plaignent parce que il suffit que la personne mette juste le pied dehors, après juste peut-être une consultation, soit après avoir se fait consulter pour prendre une méthode et tout ça là. Tout le quartier. Avant d'arriver à la maison, on est déjà informé que le jeune est passé par ici et qu'il allait prendre préservatif, il allait se faire placer un implant, tout ça là, ce qui fait que donc le jeune là activement c'est sur toi, tu fais. Voilà. Pendant qu'il fait, on prend le temps de le conseiller, de lui dire de ne plus revenir. De ne plus revenir. Que tu n'as pas encore l'âge. Toi, normalement, tu dois te préserver. Or, le jeune est déjà actif sexuellement. Moi, je dirais encore que c'est de voir comment est-ce que, aujourd'hui, voilà, tous les acteurs, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des OS, au niveau des bailleurs, comment est-ce que nous parvenons à créer ces espaces sécurisés, confidentiels, pour permettre aux jeunes d'avoir vraiment accès librement aux services. Parce que on dit que les services sont disponibles, mais les jeunes n'y vont pas. C'est également de voir cet aspect de confidentialité. Si moi-même, je sais qu'arriver là-bas, si je sors, tout le quartier sera informé que c'est comme ça, je vais aller prendre un plan, je vais aller prendre pilule. Vaut mieux rester chez moi. Vaut mieux que je reste chez moi, soit que je passe à l'axe sans me protéger. Parce que ça, je sais qu'au moins personne ne sera informé, à moins que la grossesse survienne. Donc, il faut vraiment avoir ces cadres-là. C'est également de faire appel à tous ces acteurs-là, voir dans quelle mesure on peut vraiment avoir des espaces dédiés uniquement aux adolescents et jeunes en matière d'offres de services de SSR. Oui. Maintenant, pour revenir à la question de si aujourd'hui on amène les jeunes hommes, les jeunes garçons à assumer la responsabilité de leur grossesse, est-ce que cela va diminuer le fléau? Moi, je dirais aujourd'hui qu'on amène les jeunes à être responsables ou pas. Tout dépend de l'éducation de base qu'ils ont reçue. C'est ça. Tout dépend de l'éducation de base qu'ils ont reçue, parce que je connais très bien, il y a encore des exceptions de jeunes qui se disent ça c'est la fille d'autrui, je n'aimerais pas que ma petite fille, soit ma petite sœur soit à sa place, parce que ça peut freiner son éducation, ça peut freiner son avenir, et cela aura des répercussions d'abord sur la famille, sur elle-même, et j'en passe. Donc, moi, je dirais d'abord, c'est de conscientiser ces jeunes-là. Sinon, il y a des personnes aujourd'hui qui se disent, je suis responsable. Il enseigne une fille, lui dit, je ne veux même pas que tu avortes. Genre, la personne fait exprès même d'engrosser la jeune fille, dit voilà, je veux qu'elle tombe enceinte parce que je l'aime, je veux pas que quelqu'un vienne l'arracher à moi. Et la personne assume. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce que la jeune fille a voulu la grossesse? Non. Mais le seul fait que le garçon, il s'est dit, voilà, j'ai atteint la maturité possible, je suis capable de prendre soin de la femme, de la fille et du jeune homme, donc je peux assumer. Donc non, moi je pense pas que cela fasse vraiment freiner les fléaux. Plutôt conscientiser les jeunes hommes à leur faire comprendre qu'aujourd'hui ça peut être ta fille, demain ça peut également être ta petite sœur. Mais est-ce que si tel est le cas, tu aimerais que ça soit ton sang qui soit dans le cas là? Donc c'est de vraiment leur amener à y réfléchir, vraiment à voir que cela ne contribue en rien au développement de notre société. Donc moi je dirais vraiment c'est sous tout angle là que on doit plutôt voir les choses que de dire voilà s'ils sont responsables, parce qu'il y en a qui sont responsables qui font exprès. Voilà. Oui. Alors, nous tendons vers les congés, les fêtes de fin d'année, et généralement, c'est la période auquel on constate que les jeunes filles contractent des grossesses. Qu'est-ce qui peut être fait pour que cette année, à défaut que ça n'arrive pas,
que ça diminue? Prudence. Je pense que les périodes de vacances ou surtout les périodes des fêtes, c'est des moments où on se dit, on a un petit laisser-aller, où les parents se disent, ok, vous pouvez sortir, faites un tour chez vos amis, revenez et tout. Et on se dit, ouf, j'ai au moins une opportunité de faire ce que je veux faire tout avant de rentrer à la maison. C'est le moment de lancer appel, de sensibiliser encore nos jeunes frères et sœurs pour leur dire que les congés, en fait, c'est pour vous reposer un peu et faire vos devoirs de maison. Il faut être responsable. Visez toujours l'objectif que vous vous êtes fixé en début d'année, c'est de réussir vos études et non contracter une grossesse ou engrosser une fille. Et si on a l'objectif que nous sommes fixés en début d'année en tête, je pense que c'est un motif suffisant pour une personne de continuer et de vivre responsable, de manière responsable sa sexualité. C'est vrai que c'est les vacances, on se dit il faut tout faire. Mais comment est-ce qu'il faut le faire? Si vous voulez le faire, vous ne voulez pas vous abstenir en tant qu'élève, en tant qu'adolescent, faites-le de manière responsable en vous protégeant. Parce que ça ne sert à rien de se dire tel le fait sans se protéger, moi aussi je vais essayer, je sais calculer. C'est ce que nos jeunes sœurs disent, hein. Je sais calculer, tu les vois en train de compter 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais après, avec le calendrier où on pointe, mais après, le cycle mensuel, il faut le dire, c'est un phénomène biologique et ça peut changer à tout moment. Le cycle peut changer à tout moment parce que j'ai été très contente pendant la journée et ça fait basculer mon cycle. J'ai été très énervée pendant la journée. Cette émotion-là a fait changer mon cycle parce que je me disais que normalement je dois ovuler le 5 ou le 6, mais parce que il y a une petite émotion, une grande émotion qui a modifié quelque chose. En même temps, vous allez tomber enceinte. Vous allez vous dire, mais pourtant j'ai calculé. Et même si vous calculez, vous pouvez savoir calculer n'importe comment. Vous êtes grand mathématicien. Oui, voilà. Il y a possibilité que vous tombez enceinte. Le mieux, c'est de se protéger. Voilà. Samantha, que l'État déjà met en œuvre un certain nombre de choses. Il y a des mesures qui ont été déjà prises par les acteurs étatiques. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire davantage pour éradiquer le phénomène dans les établissements? Alors, quand je prends au niveau du gouvernement aujourd'hui, reconnaissons qu'il y a beaucoup d'avancées dans les arrêtés qui ont été prises et tout ça là pour favoriser la prévention des grossesses en milieu scolaire. Mais tout un tas de défis restent encore à relever. Au niveau de l'État aujourd'hui, s'il y a vraiment des plaidoyers que nous devons faire à leur endroit, c'est d'avoir des espaces sécurisés où les jeunes peuvent vraiment venir avoir accès dans la confidentialité, dans les établissements scolaires, d'avoir des points focaux où les jeunes peuvent vraiment être écoutés. Les jeunes peuvent vraiment s'adresser, dire que, voilà, parce qu'il y en a même plein, quand on prend le cas des cycles menstruels, de tout ça, il y en a même qu'une des premières fois à l'école, mais il y avait personne pour vraiment écouter ces jeunes filles-là. Donc, c'est d'avoir ce genre de cas dans les établissements scolaires pour vraiment faciliter l'accès. Maintenant, lorsque j'en reviens, bien sûr, à ces initiatives de grossesse précoce, c'est encore d'impliquer davantage les thématiques de l'ESC dans les enseignements, dans les curricula, d'en parler et surtout de collaborer avec les acteurs de la société civile, comme ils savent très bien le faire, d'amplifier ces collaborations-là pour que, en tant qu'OSC, on puisse avoir cette facilité d'accès aux établissements scolaires pour vraiment sensibiliser davantage les jeunes, puisque certes, ça serait toujours les mêmes choses qu'on dit, mais la répétition, ça permet aux jeunes, c'est l'art de la pédagogie, bien sûr, ça permet aux jeunes de rester toujours, parce qu'en tant qu'adolescent, on oublie très vite, on oublie très vite, puisqu'on peut venir faire une sensibilisation et tout, c'est pas tout le monde qui est là et dit, telle personne avait dit, mais lorsque c'est répétitif, lorsqu'on leur passe le même message à chaque fois, ça fait que lorsque ces jeunes-là se retrouvent dans ce cadre-là, dans ce genre de cadre, vis-à-vis des pulsions et tout ça là, ils se rappellent directement de, il y avait telle institution qui était passée nous faire tel message. À l'école, nous a dit si. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, les parents, ils en font.
il peut faire, mais il peut pas tout faire parce que la majorité du temps que les jeunes passent aujourd'hui, c'est en dehors de la maison. Oui. Donc, c'est de vraiment, et en dehors de la maison, c'est soit à l'école, soit dans les stades d'apprentissage. Donc, c'est vraiment au niveau du gouvernement d'accentuer les collaborations, de favoriser vraiment l'accès pour qu'en tant qu'OSC, on puisse vraiment sensibiliser les jeunes et surtout de créer des cadres confidentiels pour permettre aux jeunes de s'exprimer librement dans la confidentialité. Samantha Mayaba, présidente régionale de la TBF. Maja TBF. Maja TBF, oui. Voilà, présidente régionale Maja TBF. Oui. Et Prudence Tchenglé, cyberactiviste. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, ce fut un plaisir. Merci à la radio Jenna. Oui. Alors, chers auditeurs, à vous qui nous avez suivis, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais pas à la fin des programmes de la radio. Rendez-vous mardi prochain pour aborder une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.